On finance, on forme, on accompagne, on mobilise des équipes entières et pourtant, certaines trajectoires, elles bougent pas et pas d'un centimètre. J'ai vu ça des dizaines de fois, des parcours bien construits sur le papier, hein, des publics sincèrement engagés, des financements qui sont mobilisés et à la sortie, 3 mois après, 6 mois après, la personne, elle est exactement là où on était au départ. Alors bien sûr, on va chercher un coupable. La personne, elle manque de motivation, elle n'était pas prête, elle a un manque de maturité, son projet n'était pas assez clair. Peut-être parfois. Mais dans la majorité des cas, ce que j'observe, la vraie raison, en fait, elle est ailleurs. Le problème, il n'est pas dans l'engagement. Le problème, il est dans l'absence d'architecture. Et c'est précisément ce qu'on va explorer aujourd'hui. Quand une trajectoire stagne, quand une trajectoire stagne, il y a les lectures quasi automatiques. Je les appelle les faux diagnostics. Pas parce qu'ils sont toujours faux, mais parce que souvent, ils sont en fait insuffisants. Le premier diagnostic, c'est le manque de motivation. Alors, je l'entends tout le temps. Elle veut pas vraiment s'en sortir, il attend qu'on lui apporte des solutions. On transforme un symptôme en cause. La motivation, en fait, c'est pas le point de départ. C'est plutôt souvent un résultat. La question, c'est qu'est-ce qui génère cette motivation? Ou qu'est-ce qui la détruit? Le deuxième faux diagnostic, c'est le manque de maturité. Elle n'est pas encore prête, c'est sûr, c'est une phrase confortable. Elle déplace la responsabilité entière sur la personne et on enlève complètement l'idée que le dispositif lui est pas adapté. Mais si quelqu'un n'est jamais prêt, peut-être que c'est le cadre qui ne crée pas les conditions de la maturité. Et le dernier, le troisième faux diagnostic que j'entends tout le temps, c'est il n'y a pas de projet, manque de projet. Alors on diagnostique très facilement à l'absence d'un projet comme un problème en soi. Alors, on va chercher le projet. On multiplie les exercices de projection. Mais c'est pas parce qu'on a un projet qu'on stagne pas. C'est souvent parce que personne n'a jamais structuré la clarification. Et c'est pas la même chose. Une trajectoire, elle change pas parce qu'on ajoute des actions. Elle change quand on restructure le système dans lequel ces actions, elles vont prendre du sens. Je vous donne l'exemple d'une formation. Quand on ajoute une formation à un parcours et que le parcours au départ, il est mal structuré, c'est comme si on posait, du carrelage sur des fondations fissurées. Ça tient un petit moment, hein, puis ça finit par, craquer et ça sert à rien. Bah, la formation, dans un parcours pas construit, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qui produit vraiment la non-transformation? J'ai identifié 4 raisons. Elles sont invisibles et c'est précisément pour ça, souvent, qu'elles durent. Raison numéro 1, l'absence de diagnostic réel. On travaille sur l'envie, pas sur la structure, sur l'envie. La plupart des entrées en accompagnement, elles commencent par: «Qu'est-ce que vous voulez faire?» Alors c'est une bonne question, hein, mais c'est la mauvaise porte d'entrée. Parce que si la personne pouvait répondre clairement à cette question, elle serait probablement pas là, pas chez vous en train d'être accompagnée. Ce que j'entends sur le terrain, c'est: on fait un bilan de positionnement en début de parcours. On a identifié ses freins, on a identifié un objectif. Très bien, mais quel est le diagnostic structurel du parcours lui-même? Qu'est-ce qui, dans l'organisation des étapes, devait produire la transformation? Qu'est-ce que la personne devait maîtriser et réellement maîtriser à sa sortie? Alors, sans diagnostic structurel, qu'est-ce qu'on va faire? On soigne des symptômes, mais les symptômes y reviennent. La deuxième raison, la confusion entre activité et progression, entre faire et évoluer. C'est peut-être la confusion même la plus répandue et la plus coûteuse du coup. Dans certaines structures, on mesure le succès d'un parcours au nombre d'ateliers réalisés, au taux de présence, aux actions engagées. C'est du suivi d'activité et c'est pas du suivi de progression. J'ai audité une structure qui menait 12 ateliers en 6 mois, avec des thématiques très variées, des intervenants très impliqués. On était sur du français, on était sur du numérique, on était sur du CV et de la lettre de motivation. On avait une participation très correcte. Et à la sortie, aucun des participants ne pouvait vraiment formuler ce qu'il savait faire et ce qu'il savait pas faire avant. Pas parce qu'il avait rien appris, et parce que personne n'avait défini ce qu'il devait apprendre et n'en avait échangé avec lui. Il n'y avait pas de jalon de progression, pas de critères. Et les critères, ils vous le disent toujours, c'est essentiel. Pas de moment, en fait, où on se dit: «Là, tu as franchi une étape». Donc multiplier les actions sans définir les seuils de progression, c'est créer, de l'agitation. Pas de la transformation, hein, mais juste de l'agitation. Parce qu'on est toujours occupé et c'est très bien. Mais est-ce qu'on a créé vraiment des seuils de progression? Est-ce qu'on a vraiment accompagné notre collaborateur dans sa progression et dans sa prise de conscience de sa progression? La raison numéro 3, un accompagnement non exigeant. Alors, une bienveillance sans cadre, c'est souvent une stagnation. Je vais probablement dire quelque chose qui va déranger. La bienveillance, c'est une valeur cardinale de l'accompagnement.
Bah, elle peut devenir un obstacle quand elle remplace en fait l'exigence. J'ai vu des accompagnants qu'osaient jamais dire «vous n'avez pas avancé cette semaine», qui reformulaient indéfiniment sans jamais confronter, qui validaient systématiquement pour maintenir la relation. Et alors, je vous explique pas quand on est sur le référentiel de compétences, dire à une personne qu'elle sait pas faire, ça semble être la fin du monde. Résultat, ça donne des personnes qui sortent du parcours avec plus de confiance dans leur flou, mais toujours dans le flou. La vraie bienveillance, c'est celle qui respecte assez l'autre pour lui dire la vérité sur sa situation. C'est celle qui va créer un cadre suffisamment sécurisant pour que la confrontation, elle soit possible. Donc, on peut être bienveillant et on peut être exigeant aussi. C'est pas des opposés. C'est plutôt même complémentaire. Et la dernière raison, la raison numéro 4, c'est le parcours non architecturé. Il n'y a pas de jeunes, pas de tension constructive, pas de responsabilité transférée. Non, un parcours qui transforme, c'est pas une somme d'étapes, c'est vraiment une architecture. Alors, on parle d'accompagnement holistique, on parle d'accompagnement sans couture, mais il faut que ce soit un enchaînement qui soit pensé, où chaque étape, elle crée les conditions de la suivante, où la progression, elle est visible, elle est mesurable, elle est exprimée et où la responsabilité, elle se transfère progressivement vers la personne. Je dis pas immédiatement parce que c'est souvent ça que vous m'opposez, mais progressivement, ça se transfère vers la personne. Et quand c'est pas le cas, bah, la personne, elle reste dans une posture d'attente. L'accompagnant, il porte tout le poids de la progression. Le parcours, il se termine sans que rien n'ait vraiment changé dans la façon dont la personne, elle va se positionner. Un parcours architecturé, c'est un parcours où la personne, elle sait où elle va, elle sait qu'elle avance et elle sait ce qu'on attend d'elle à chaque étape. La transformation, c'est pas un événement, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Allez, c'est bon, je suis transformée. C'est plutôt le résultat d'une structuration. Et donc, ces 4 raisons, elles s'appliquent différemment selon qu'on parle d'une structure ou d'un individu. Et je vous propose de regarder des 2 volets. Côté structure, si vous êtes dans une structure d'insertion par l'activité économique ou un organisme de formation ou même que vous êtes un service RH, vous reconnaissez peut-être ces situations. Vous avez des équipes engagées, des outils, des financements, des parcours qui peinent à produire les transformations que vous attendez. Alors vous ajoutez des outils, vous ajoutez des éléments complémentaires, un nouveau dispositif, un atelier en plus, une certification supplémentaire. Les open badges. Mais la question que peu de structures osent se poser, c'est justement, est-ce que notre architecture de parcours, elle est pensée pour produire la transformation? Ou est-ce qu'elle est pensée pour répondre aux exigences des financeurs? Et c'est là où ça change. Et c'est pour ça que quand je vous accompagne, quand on fait de la feste ensemble, bah finalement, on transforme vos parcours. On les transforme vraiment sur une architecture qui est pensée justement pour produire la transformation de vos salariés. Si vous multipliez les outils sans revoir l'architecture, bah, vous allez nous épuiser à chercher toujours l'outil qui manque, alors que c'est la structure qui fait des. Et côté individu, si vous êtes en transition professionnelle, le flou sur votre trajectoire ou si vous accumulez des formations sans que ça change vraiment votre situation, vous n'avez probablement pas un problème de motivation, vous avez envie, vous avez peut-être un problème de structuration, de clarification. Faire un bilan sans architecture de décision, c'est juste dépasser le. Faites en sorte que vous repartiez avec de nouvelles questions, peut-être plus intéressantes. Mais si vous n'avez pas de structure, vous n'allez pas pouvoir répondre à ces questions et vous n'allez pas pouvoir décider. La clarté, elle vient pas de l'introspection seule. Elle vient de l'introspection qui est structurée. C'est là ce qu'on dit, réfléchis à ce que tu as envie, que forcément on va trouver ce qu'on a envie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ce que j'essaie de vous dire dans cette vidéo, c'est quelque chose d'assez simple, mais qu'on oublie souvent dans l'urgence du quotidien. On ne transforme même pas une trajectoire en ajoutant des actions. On la transforme en changeant la structure par laquelle ces actions prennent sens. Donc, vous voyez, c'est important de comprendre ça. On la transforme en changeant la structure dans laquelle ces actions elles prennent sens. Ça, c'est essentiel. Ça vaut pour les structures qui accompagnent, ça vaut pour les individus qui cherchent à se repositionner. Sans diagnostic structurel, sans jalon de progression, sans exigence, les bienveillantes, sans architecture de parcours. Alors, on fait beaucoup, hein, mais on transforme peu. C'est l'endroit précis sur lequel je travaille avec les structures et les individus. Si cette vidéo elle vous a parlé, abonnez-vous. La semaine prochaine, on va parler d'AFES, si c'est un levier réel ou si c'est juste de l'affichage. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui travaille dans l'accompagnement ou dans la formation. Et si vous voulez qu'on explore ça ensemble, il y a le lien en description.